Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel, une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc et la relation des Marocains résidents à l'étranger avec leur pays d'origine, le Maroc, mais aussi la coopération Sud-Sud. Vu ce qui s'est passé récemment chez nos frères tunisiens, l'émission marocaine Arc-en-ciel sur Radio Pluriel est solidaire avec le peuple tunisien et nous consacrerons ce jour une émission spéciale de solidarité avec le peuple tunisien. La Tunisie meurtrie, la Tunisie agressée, petit pays en superficie, grand pays par ses femmes et ses hommes, riche par son histoire, par ses compétences, sa vocation pacifique et de tolérance, et c'est son identité multiculturelle et sa devise n'est que le vivre ensemble, un pays pilier du Grand Maghreb. Afin d'avoir un grand nombre de témoignages, on vous propose ce jour certainement 5 voire 6 personnes qui vont témoigner par rapport à ce qui s'est passé en Tunisie. Et sans trop attendre, nous sommes en direct avec Madame Fouzia Al-Sharfi, une femme combattante, une dame connue et reconnue à l'échelle internationale, une femme qui a une formation scientifique et qui a été aussi, il ne faut pas l'oublier, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur après le printemps arabe. Bonjour Madame Al-Sharfi. Bonjour. Et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Et nous sommes tous solidaires avec le peuple tunisien à travers vous, madame. Et je ne vous cache pas la vérité, ça nous émue, ce qui s'est passé en Tunisie. Ça touche l'ensemble du pays du Maghreb et l'ensemble du monde arabe ainsi que l'humanité. Oui, effectivement. Merci de votre invitation et merci de me donner la parole en ces moments douloureux. Et tout d'abord, je voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles des victimes étrangères et tunisiennes. Et évidemment, nous sommes choqués par cette barbarie, par cette haine destructrice qui atteint, comme vous le dites, la Tunisie, le Maghreb et le monde. Le terrorisme est malheureusement maintenant partout sur cette planète. Exactement, madame. Donc, avant de vous poser quelques questions, comme c'était convenu, je souhaite vous proposer d'écouter un témoignage très fort de quelqu'un qui représente le Royaume du Maroc, qui a représenté le Royaume du Maroc et son fils, il est sur le trône, qui a déclaré officiellement comme quoi le peuple marocain et gouvernement et aussi roi soutient le peuple tunisien, ni que le roi feu Hassan II. Et je souhaite que vous écoutez ce qu'il a dit ce monsieur par rapport à nos frères tunisiens. Oui. Est-ce que le Maroc serait alors le dernier pays du Maghreb dans le plan occidental? D'abord, je puis vous dire que la Tunisie ne sera jamais déstabilisée. Pour quelle raison? Parce que la Tunisie est un peuple. Et on ne déstabilise pas un peuple. On peut déstabiliser un régime. On peut faire que ce pays marche claudiquant ou en peinant pendant des années. Mais de là à effacer
le subconscient et le conscient tunisien, il faudrait une bombe atomique ou plusieurs bombes atomiques pour l'effacer de la carte complètement. Deuxièmement, la Tunisie a des amis qui, bien qu'étant loin, ne se contenteraient pas de la défendre par la presse ou par la radio. Militairement? Militairement, le Maroc, au cas où la Tunisie était attaquée, est prêt, a déjà pris ses dispositions pour être aux côtés du peuple tunisien. Mais quant à penser qu'on peut déstabiliser la Tunisie, tant qu'il y aura un Tunisien, le peuple tunisien restera. Oui, madame, je crois que vous avez entendu ce qui a été dit par Feu Hassan II. Oui, qui a été un grand roi que nous avons connu pendant les premières années de l'indépendance. Et puis, bien sûr, pour moi aussi, le Maroc est un pays qui compte comme l'Algérie, parce que je fais partie de cette génération qui a combattu à côté des Algériens pour leur indépendance, quand nous étions déjà indépendants. Et vous savez qu'à Paris, à l'époque, aussi bien les Marocains que les Tunisiens étaient ensemble à côté de leurs frères algériens dans cette fameuse association, l'AMNA, l'association des étudiants musulmans nord-africains, au 115 boulevard Saint-Michel. Effectivement, madame. Donc, on va passer à la première question, si vous le permettez. Donc, l'acte horrible qui a secoué la Tunisie récemment, selon vous, ne s'agit-il pas d'un acte plutôt de désespoir aveugle contre le changement? Certainement, c'est un acte contre le changement. Alors, est-ce que c'est un acte de désespoir aveugle? C'est une grande question, parce que quand des jeunes sont capables de faire des actes aussi terribles, comment les qualifier? Mais je pense que ce sont des actes aveugles, le fait d'avoir choisi deux symboles, le Parlement, c'est-à-dire le symbole de la démocratie, le palais du Bardo, le symbole de la culture et de l'histoire de la Tunisie qui est multiple, ancrée dans la Méditerranée, cette Tunisie qui a été punique, romaine, byzantine, puis musulmane. Cette Tunisie avec toute sa diversité, vous voyez, que l'on peut admirer à travers toutes les salles du musée du Bardo. Et c'est arrivé un 18 mars, donc 2 jours avant la commémoration de l'indépendance de la Tunisie. Je crois qu'on a choisi ces symboles. Bon, maintenant, il est difficile de comprendre qu'est-ce qui fait que des jeunes ont pu être entraînés dans ces actes barbares. Ça, c'est une question à laquelle nous devons sérieusement réfléchir. Bien entendu. Donc, c'est toujours en relation avec les vraies motivations de ces gens-là. C'est ma deuxième question. Le département de l'enseignement que vous connaissez, selon vous, n'a-t-il pas échoué, c'est le cas dans la quasi-totalité du monde arabe, il faut l'admettre aussi, n'a-t-il pas échoué dans sa mission, malheureusement, le cas dans d'autres pays, de nous créer une génération positive pour l'avenir? Oui, c'est vraiment une grande question. L'éducation a-t-elle réussi? Bon, elle a réussi pour certains quand même. Elle a réussi pour tous les jeunes et moins jeunes qui ont construit le Maghreb. Regardez le Maroc aujourd'hui, la Tunisie avec tous ses cadres. Vous citiez donc la jeunesse du Maroc, mais je crois que nous devons vraiment analyser de près les raisons. Alors, une des raisons que l'on peut évoquer et qui rejoint le fait que vous disiez est-ce que l'éducation a réussi, c'est que nos enfants sont peut-être déchirés entre deux cultures. Ils sont peut-être soumis à cette schizophrénie qui fait qu'ils peuvent être modernes, ils se sentent modernes par certains aspects, ils peuvent être modernes à l'école sur certaines questions et puis au niveau de la société se rendre compte que la société ne réagit pas en fonction des éléments qu'on a pu
lui donner à l'école, ou inversement, parce que lorsque dans des cours d'histoire, il faut enseigner à nos enfants, je parle de la Tunisie, tout à l'heure je parlais de la Tunisie, de son histoire, il faut enseigner la Tunisie multiple, la Tunisie avec toute sa richesse, toute son histoire, et l'histoire aussi anti-islamique, donc ça c'est fondamental. Alors, est-ce que nous nous sommes donné tous les moyens d'éduquer nos enfants, mais aussi de leur donner après les clés pour être réellement intégrés dans le marché du travail? Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une question nouvelle qui se pose à la jeunesse, qui ne se posait pas au moment de l'indépendance, évidemment, c'est la question du chômage. Donc peut-être aussi le fait que les jeunes se sentent munis de leur diplôme, mais exclus du monde du travail, malgré la compétence qu'ils ont pu acquérir au niveau de l'université. Est-ce que c'est l'échec de l'éducation? Je crois que peut-être que nous ne prenons pas suffisamment en compte la complexité du monde actuel, la manière dont on doit gérer évidemment un monde en Tunisie ou au Maroc, eh bien la technologie est présente, on sait utiliser Internet, mais on n'est pas encore producteur de science. Donc vous voyez que on utilise les applications de la science, mais on n'est pas au stade où on va vraiment être parmi ceux qui ont conçu tout cet espace de communication. Donc là, je crois qu'ensemble, nous devons effectivement avoir tous les moyens pour, ensemble, organiser une coopération qui soit positive, qui non seulement analyse peut-être tout le système éducatif, et on a eu des périodes où on a vraiment réformé le système éducatif, mais peut-être que ça n'a touché qu'une petite partie de la population, et se dire aujourd'hui aussi peut-être que nous devons reconcevoir le modèle éducatif dans un monde complexe, comment gérer la complexité, comment exploiter au mieux la toile et ne pas laisser la toile Internet dévier dans certains cas vers la violence, ces messages d'exclusion. Exactement, Madame la Secrétaire d'État. Donc, ma dernière question, puisque le temps presse et je suis sincèrement désolé, mais je souhaiterais avec volontiers d'organiser une émission dédiée à ce sujet avec vous et pour développer les tenants et les aboutissants de cette notion de l'éducation dans le monde arabe par rapport aux défis qu'on vit actuellement. Ma dernière question, si vous le permettez, la Tunisie, c'est un pays fondamental de l'UMA. Oui. Oui. On constate qu'il y a énormément de coopération judiciaire entre les pays du Maghreb et les Européens. Est-ce qu'il n'est pas temps de renforcer cette coopération judiciaire intermaghrébine et notamment avec le Maroc, voire l'Algérie et la Tunisie? Oui, à mon sens, c'est un élément extrêmement important. Bon, on a parlé d'éducation, évidemment, la coopération en matière d'éducation va être fondamentale, mais la coopération sud-sud en matière sécuritaire va être fondamentale aujourd'hui. C'est pour moi, du Maroc à la Tunisie, c'est le Maghreb, c'est un pays qui n'a pas de frontières. Alors, évidemment, on peut le prendre, c'est positif pour nous parce que je me sens maghrébine, mais malheureusement, c'est aussi exploité pour ceux qui veulent détruire cet espace de culture. Et donc, je crois qu'il est effectivement nécessaire de travailler la question sécuritaire avec intelligence et pertinence, avec aussi probablement plus de moyens technologiques. Et je crois, quand je dis avec intelligence, oui, il faut être plus dans l'investigation, essayer au niveau sécuritaire, de mieux comprendre comment s'organise ce terrorisme qui nous touche, qui touche une bonne partie de l'Afrique, pas seulement le Maghreb, malheureusement.
Madame Fouzia Falida Charfi, nous tenons à vous remercier infiniment de ce beau témoignage et courage, comme on dit, et soutien et solidarité avec le peuple tunisien. Et on vous dit à très bientôt. Comme ça, je donne la parole à d'autres intervenants, et notamment des économistes et aussi des politiciens sur un niveau très élevé aussi, pour témoigner leur solidarité avec le peuple tunisien. Merci beaucoup. En tout cas, merci et bonne continuation. Merci beaucoup, madame. À très bientôt. Merci, à très bientôt, bientôt. Madame. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب. أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب. منزلي في كل شارع، في كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب. منزلي في كل شارع، On continue avec cette émission dédiée à la solidarité avec le peuple tunisien. Et après Madame Charfi, nous sommes en direct avec un financier de renom, un économiste aussi de renom, docteur en sciences économiques à l'université d'Orléans et titulaire d'un diplôme d'études approfondies en économie monétaire et bancaire de l'université de Tunis. Son parcours il est assez long, donc j'arriverai pas à lire la totalité de sa biographie. Vu que le temps presse, nous sommes en direct avec le docteur Aram Belhaj. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Abdelatif. Marhaban et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, et toute notre solidarité avec le peuple tunisien là où il se trouve. Et sachez-le, on est solidaire avec chaque Tunisien là où il se trouve. Je m'en doute pas. Merci beaucoup, monsieur Abdelatif. Bonjour à vous et à tous vos auditeurs. Marhaban si Belhaj. Vous êtes un spécialiste du monde financier. On vient d'avoir la réflexion de Madame Charfi sur le plan éducation et aussi sur le plan politique. Ma question est directe, si vous le permettez. Les conséquences économiques des attentats. Bon, d'abord, je voudrais en fait vous présenter un double remerciement. Un remerciement pour, premièrement, la pertinence des thèmes abordés et la qualité de vos invités. Et deuxièmement, franchement, un grand merci d'avoir consacré cette émission pour la Tunisie et la solidarité avec le peuple tunisien. C'est un devoir. Je voudrais également présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes, y compris les 21 familles des touristes qui ont été la cible d'une lâcheté extrême et d'un extrémisme lâche, si je puis dire. Alors, pour répondre directement à votre question, bon, en Tunisie, tout le monde sait que la Tunisie, en fait, elle passe par des difficultés, surtout économiques. Bon, on a relativement réussi la transition politique et il va falloir, en fait, réussir la transition économique et sociale. Et bon, malheureusement, ces attentats ont voulu, de mon point de vue, taper cette transition. Et bon, premièrement, je pense que le secteur qui va être le plus affecté par ces attentats, c'est bon, j'espère que la Tunisie, elle ne payera pas un haut tribut. Donc le premier secteur, c'est essentiellement le tourisme. Alors ce secteur, bon, bien qu'il a affiché des signes positifs, donc je pense qu'il va être affecté par ces attentats. Alors, j'ai dit qu'il a affiché des signes positifs puisque rien que pour 2014, alors si on prend quelques chiffres, les recettes touristiques ont augmenté de 24% par rapport à 2010, l'année de référence, avec 390 millions de dinars.
Alors, les arrivées aux frontières, ils ont augmenté de 16,4% avec un chiffre avoisinant les 650 000. Donc, mais c'est vrai, bon, les performances de ce secteur restent en deçà des attentes. Alors, déjà, vous savez très bien que ce secteur a des difficultés financières et des problèmes structurels. Donc, voilà, sans tomber dans le catastrophisme, moi, je pense que ce secteur qui est névralgique, il va être affecté. Alors, il faut de temps, en fait, pour revenir à la normalité. Alors, lorsqu'on dit un secteur névralgique, c'est que toute l'économie, elle va être affectée. Donc, il y aura, alors, très probablement, un peu plus de chômage, une baisse des réserves de change et aussi une dépréciation forcée du dinar. Mais en même temps, moi, je pense qu'il faut rester optimiste et faire davantage d'efforts pour minimiser, en fait, les coûts. Alors, on se rappelle très bien des deux cas du Maroc et de l'Égypte qui ont vécu la même chose, les attentats de Sharm el-Sheikh en 2005. Exactement, de Marrakech. Et les attentats de Marrakech, voilà, en 2011. Mais ces deux pays se sont sortis relativement indemnes. Donc voilà, il faut vraiment des solutions d'urgence et des mesures audacieuses. Moi, je pense que, en fait, il faut le plus rapidement possible renforcer la communication avec les marchés émetteurs et rassurer les étrangers. Bon, à travers la multiplication, si vous voulez, des campagnes de sensibilisation, insister sur le fait que la Tunisie, bon, bien qu'elle est attristée par ces attentats, elle est et elle restera toujours en fait une terre d'accueil, de tolérance, de paix et de stabilité. Et puis, bien sûr, la question de sécurité, elle est primordiale. Il faut vraiment renforcer les dispositifs de sécurité. On peut imaginer des mesures telles que l'installation des caméras de surveillance et la mise en place d'un numéro d'appel vert, par exemple. Alors, sans bien sûr nuire aux libertés individuelles. Le grand défi, c'est en fait assurer le dosage entre assurer la sécurité et garder les libertés individuelles. Alors, troisièmement, je pense que il faut vendre entre guillemets, il faut vendre davantage la destination tunisienne. Ça passe très probablement par une mise en valeur du patrimoine culturel de la Tunisie à travers des campagnes via le web, par exemple. Et puis, dernièrement, je pense que c'est très important, c'est de cibler le marché touristique maghrébin, notamment algérien et libyen. On sait très bien qu'en Tunisie, il y a plus qu'1 million de confrères libyens. Et aussi, nous savons que les touristes algériens, ils s'intéressent alors de plus en plus à la destination tunisienne. Donc, il faut vraiment savoir profiter du rapprochement culturel, religieux et même civilisationnel avec les amis maghrébins et les faire venir en Tunisie. Donc voilà, le secteur le plus exposé à ces attentats, c'est le tourisme. Et je pense que également, les investissements également, ils vont alors très probablement être affectés. Donc c'est dommage que ces attentats ils ont survenu au moment où les investissements directs étrangers affichaient quand même des signes positifs. Monsieur Belhaj, vous ne croyez pas que cette solidarité internationale peut renforcer encore davantage ces investissements et aussi cette destination en Tunisie? Parce que si on rentre dans cette logique, tout acte isolé peut entraîner la défaite d'un pays entier. Indiscutablement. Le rôle de la communauté internationale, il est ici très important. Et lorsque je dis communauté internationale, c'est-à-dire les institutions internationales, mais également les États. Et cette communauté internationale doit en fait multiplier l'effort et sur le plan sécuritaire et essentiellement sur le plan en fait économique surtout. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc la Tunisie, elle traverse des difficultés. Et si la communauté internationale veut bien en fait aider la Tunisie, il faut vraiment des mesures audacieuses. Monsieur Belhaj, vous ne croyez pas qu'il est temps et d'urgence que le Grand Maghreb voit le jour? Mais c'est bien évidemment, vous savez, moi je suis un défenseur du Grand Maghreb, mais vous savez, en fait, l'intégration maghrébine, ça pourrait être une réponse efficace à ce fléau qui est le terrorisme. Vous savez que en fait le terrorisme il se niche dans les esprits et en fait le terrorisme en fait c'est
c'est une expression d'une contestation. C'est une expression exagérée de contestation. Et l'origine de cette contestation, c'est en fait l'exclusion, c'est la marginalisation, c'est la pauvreté. Et l'origine de cette pauvreté et cette marginalisation et de cette exclusion, c'est effectivement le manque d'intégration. Moi, je pense qu'il est en fait urgent de réfléchir à cette intégration, en l'occurrence l'intégration maghrébine. Docteur Aram Belhaj, on vous remercie de ce beau témoignage et on donne la parole à d'autres personnes qui vont témoigner dans cette émission pour la solidarité avec le peuple tunisien. Soyez sûrs et certains qu'on consacrera une émission financière avec votre participation, certainement avec la participation du Dr Achraf El-Ayadi, aussi un Tunisien que vous connaissez de renom, dans le cadre de la finance dans les pays du Maghreb. À très bientôt, Docteur Aram Belhaj. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt, ma salama. Au revoir. Au revoir. حفن التراب ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب أنا ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب سادتي وانتم حكمتم حكمكم حكم الصواب وثورتي كانت غنيمة وافرة الحظر الجناب ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة بمداسي أنا. Oui, toujours cette émission de solidarité avec le peuple tunisien. Nous sommes en direct avec une personnalité de très très grande importance, ce n'est que Nourdine Bouchkouj, le secrétaire général de l'Union parlementaire arabe. Nourdine, marhaban et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Je vous remercie, premièrement. Et je saisis cette occasion pour également adresser mes sincères salutations à tous les auditeurs de Radio Pluriel Lyon. Et je suis sûr que cette émission est une très très bonne chose dans la mesure où il nous permet de montrer et de extérioriser nos sentiments à l'égard de nos frères tunisiens. Nous sommes tous tunisiens aujourd'hui, bien que nos différentes nationalités, je suis sûr que cette occasion va nous permettre de dire effectivement ce que nous pensons envers nos frères tunisiens et ce que nous ressentons en ce moment pénible que les frères tunisiens sont en train de passer et de surpasser. Parce que je suis sûr que le peuple tunisien est un peuple qui a une histoire ancrée, qui a une histoire très ancienne et qui a certainement un futur et un avenir qui sera certainement très 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 positif. Donc vous avez très très bien fait d'avoir passé, de nous avoir rappelé les paroles de Feu Sa Majesté le roi Hassan II. Je suis sûr que l'héritier du trône du Maroc, Sa Majesté le roi Mohamed VI, est dans la même ligne. D'ailleurs, il a été le seul chef d'État à avoir visité la Tunisie et avoir resté en Tunisie plusieurs journées après la visite officielle pour effectivement montrer à tous les gens que la Tunisie a une place très sensible dans nos esprits et dans nos cœurs. Donc nos sentiments envers nos frères tunisiens, ce sont des sentiments qui ne datent pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose de très ancré dans nos esprits et ça va continuer.
J'en ai aucun doute, Monsieur le secrétaire général de l'Union parlementaire arabe. Donc, vous savez, vous êtes quelqu'un qui est en connexion directe avec les parlementaires arabes. Donc, c'est une question plutôt politique que je vais vous poser, si vous le permettez. Vous savez, le monde arabe est en pleine mutation. Il y a des pays qui sont stables, il y a d'autres pays qui sont en phase de devenir stables, il y a d'autres pays qui ont perdu complètement leur instabilité. Ça crée un amalgame. Ça crée une mauvaise image dans le monde qu'on vit actuellement, et le monde arabe devient proie à des paroles qui correspondent guère à la valeur ajoutée du monde arabe dans le monde, ni aussi dans l'histoire de ce beau monde arabe. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation, s'il vous plaît? Je suis sûr que les résultats de ce qu'on appelle le printemps arabe sont un peu différents d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Malheureusement, il se trouve que la Tunisie est l'exemple qui a le plus réussi sa transition. C'est l'exemple qui a montré qu'un peuple qui veut la démocratie, qui veut profiter des libertés publiques, peut effectivement transiter d'un régime autoritaire à un régime démocratique. Et justement, je crois que l'attentat qui a frappé la Tunisie il y a quelques jours n'est pas venu comme ça, fortuit. C'est un attentat qui vise la stabilité de la Tunisie, qui vise la réussite de cette transition d'un gouvernement ou d'un régime autoritaire à un régime démocratique. Mais je suis sûr que c'est une tentative qui ne va pas réussir, parce que le peuple tunisien était pris des principes de liberté et de démocratie depuis toujours, et il le restera. Donc je suis sûr qu'il va réussir à maintenir cette réussite du printemps arabe et à donner l'exemple à d'autres pays arabes qui sont en train de tourner dans des circonstances un peu difficiles. Donc le peuple tunisien est bien placé pour montrer à tout le monde que la transition démocratique peut se faire et qu'on peut passer d'un régime qui est un peu difficile, d'un régime autoritaire, à un régime où les principes de la démocratie, les principes de la liberté et les libertés publiques sont réunis. Il faut se pencher sur les raisons qui ont emmené un tel acte à se produire en Tunisie. Effectivement, il y a le problème de l'enseignement qu'on doit revoir, et c'est à l'ordre du jour. Il y a aussi le problème des disparités économiques et de la situation économique, et un certain nombre de problèmes tels que l'exclusion. Ce sont des problèmes sur lesquels il faut pencher, et il faut également mettre l'accent sur l'intégration du Maghreb, sur l'unité de cet ensemble du Maghreb, parce que rien que sur le plan économique, chaque pays du Maghreb perd au moins 2% de son taux de croissance grâce au non-Maghreb. Exactement. Si le Maghreb effectivement voit le jour et ses institutions commencent à fonctionner, je crois que chaque pays, parmi les 5 pays du Maghreb, chacun des pays va gagner au moins 2% dans son taux de croissance. Ce sont des études qui sont sérieuses, qui parlent de ce problème-là. Quant aux autres pays arabes, malheureusement, il y a des problèmes qui sont intrinsèques, des problèmes qui sont internes à ces pays, et il y a aussi, malheureusement, certaines interventions étrangères. Je ne peux pas m'attarder sur le complot étranger dont tout le monde parle, mais il y a effectivement des forces régionales et des forces internationales qui ne veulent pas que cette partie du monde soit stable. Justement, Monsieur le secrétaire général, parce que le temps presse, je vous propose, comme on a échangé ensemble, on dédiera une émission dans 15 jours, comme ça a été convenu, dédiée à ces problématiques, pour parler avec un homme d'expérience, un homme qui connaît le réalité du terrain, comme on dit, qui connaît les dossiers dans leur profondeur. Et si vous le permettez, je donnerai la parole aussi à un
Américain qui est à l'écoute avec nous, un grand reporter, Michael Kurtley, qui est en ligne avec nous. Et je donnerai aussi la parole aussi à un homme de terrain, un homme de valeur, que certainement vous le connaissez, n'est que Moulay Ismail Al-Alaoui, pour son témoignage par rapport à ce qui se passe en Tunisie. Et on vous dit à très bientôt, c'est Nordine Bouchkouch, et on vous donne rendez-vous d'ici 15 jours par rapport à cette situation. D'accord, merci bien. Et je profite également pour répéter ma solidarité avec le peuple tunisien et ma condamnation la plus ferme de cet acte barbare. Et à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, merci. Merci, monsieur le secrétaire général. À très bientôt. Au revoir. Oui, monsieur Michael Kurtley, bonjour. Bonjour, Latif, ça va? Ça va, alhamdoulilah, comme on dit. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Sincèrement, je vous cache pas la vie, c'est un honneur pour moi. C'est une fierté aussi pour les gens qui croient à la coopération sud-sud, à l'Afrique et à la stabilité dans l'Afrique et surtout la stabilité dans le monde arabe et notamment dans le Maghreb. Et on passe à la Tunisie. Monsieur Kurtley, c'est une personnalité connue et reconnue à l'échelle internationale, un reporter international, cinéaste, photographe, j'en passe, sans trop attendre. Monsieur Michael Kurtley, vous êtes un homme solidaire avec le peuple tunisien. Pourquoi? D'abord, je voulais le dire, c'est que c'est également un honneur pour moi d'être avec vous. D'après ce que je comprends, vous êtes une voix très forte en faveur de la compréhension du Maroc dans le contexte mondial. Et puisque je suis un ami du Maroc depuis très longtemps, je ne peux que féliciter vos efforts. Quant à la Tunisie, effectivement, je connais la Tunisie depuis que j'ai l'âge de 19 ans, quand je suis allé là-bas en jeune autostoppeur, et je ne peux que pleurer aujourd'hui de constater qu'un tel acte barbare s'est perpétré sur la terre tunisienne. Mais je peux aussi dire que je me solidarise avec le peuple tunisien en essayant de bâtir une espèce de réponse face à cela. J'inscris l'acte barbare de Tunis dans la lignée de ce qui s'est passé en janvier à Paris et ce qui s'est passé à Copenhague en février. On dirait que ceux qui sont des forces du mal essayent de créer des grands actes criminels qui sont, je dirais, presque tape à l'œil, qui font vraiment parler tout le monde. C'est du genre de communication néfaste qu'ils créent pour non seulement pour déstabiliser, ça c'est évident, mais aussi pour se renforcer. Et je crois qu'il est très important que nous tous, nous rendons compte de cela, et c'est pour cela que nous devrions non seulement soutenir et appuyer tout effort qui peut provenir de la Tunisie pour contrecarrer ce genre d'acte, mais également pour montrer avec nos propres pieds que nous sommes solidaires. Et c'est pour cela que je me joins avec tous ceux qui disent non à la peur. Moi, je vais me rendre en Tunisie le plus vite possible pour montrer que moi, je n'ai pas peur que ces actes touchent le tourisme, touchent l'être humain dans son ensemble. Ce sont des actes, pour l'instant, qu'on peut dire, disons, très singuliers. Et je crois qu'il ne faut pas que le peuple européen ait peur d'aller en Tunisie. C'est un grand plaisir d'avoir un Américain qui maîtrise la langue française et qui nous parle en français. C'est vraiment un régal. Monsieur Kurtley, nous sommes en direct aussi avec Monsieur Moulay Ismail Al-Alaoui, une personnalité de grande notoriété à l'échelle internationale, un homme qui préside un certain nombre d'associations et aussi un homme de combat, un homme qui a occupé un grand nombre de ministères dans son parcours et aussi nous sommes en contact avec lui en direct du Maroc et qui condamne cet acte de barbarie. Moulay Ismail, bonjour. Bonjour, monsieur Latif, ahlan wa sahlan, marhaban bik Moulay Ismail. Nous sommes en direct aussi avec monsieur Michael Kurtley, le grand reporter américain international. Ma question, quel sentiment vous avez maintenant par rapport à ce qui se passe chez notre deuxième pays, la Tunisie? Oui, tout d'abord, je voudrais dire combien j'ai été ému par les informations que nous avons eues ces derniers jours, mercredi exactement,
de Tunisie, et mes pensées et les pensées de mes amis, de mes camarades vont d'abord aux familles éplorées par la mort de leurs proches dans cette attaque sauvage et attaque qui est contraire à toutes les lois humaines et divines. Et bien sûr, il est certain que nos pensées, notre soutien, notre sympathie la plus grande vont aussi à l'ensemble du peuple frère de Tunisie, que les barbares qui ont accompli ces attentats veulent certainement atteindre dans son moral, de même qu'ils veulent porter atteinte à tous les acquis que ce peuple courageux a pu engranger au cours de sa révolution pendant ces 4 années précédentes. Mais je crois que la détermination de nos frères tunisiens, leur unité autour de leur nouvelle institution démocratique, feront que tous les plans de tous les terroristes du monde sont condamnés à la faillite. Il est certain que ce phénomène du terrorisme qui se prévaut de l'islam, alors que l'islam n'a absolument rien à voir avec ce comportement barbare et inhumain, eh bien, ce terrorisme ne s'intéresse pas seulement à la Tunisie. Nous savons très bien qu'actuellement, il s'intéresse à beaucoup de pays arabes essentiellement, à quelques pays musulmans aussi, et qu'il voudrait nous ramener des siècles en arrière. Et je crois que devant cette menace, cette grave menace, l'unité de tous les démocrates est nécessaire. Et quand je dis tous les démocrates, je ne me limite pas aux seuls pays arabes et aux seuls pays musulmans, mais l'ensemble de l'humanité démocratique devrait sentir la nécessité de s'unir, répondre fermement à ce genre d'action qui ne peut avoir aucun avenir en ce 21e siècle. Il faudrait peut-être aussi réfléchir à la cause, les causes profondes. Justement, Moulay Ismaël, c'est l'objet, presque l'objet de ma deuxième question que je la pose à vous et à M. Michael Kurtli qui est à l'écoute. La Tunisie est le berceau du printemps arabe. Oui. Ce qu'il a vécu le pays ces derniers jours, s'agit-il de la solidité du changement dans ce pays ou encore une période d'hésitation pour le changement définitif? Moi, je pense que la Tunisie a montré depuis ces dernières années une fermeté de détermination nationale de passer à une autre époque, passer à une époque de libéralisation, de démocratisation et de modération, ainsi que le Maroc d'ailleurs pendant cette même période. Et je crois que moi j'étais en Tunisie pendant la période des élections présidentielles, et malgré une certaine pagaille qui existait, parce qu'il y avait beaucoup de candidats et beaucoup de paroles qui ont été dites, j'ai remarqué que les Tunisiens étaient prêts à accepter des résultats, étaient prêts à aller vers l'avant, et sont très fiers. Je crois qu'on peut dire que les Tunisiens sont très fiers qu'ils aient pu sortir de cette période d'autoritarisme. Je crois néanmoins que nous nous trouvons devant une vérité que le Maroc est connue en 2003, et une vérité que toute la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient connaît quotidiennement, c'est qu'il y a une bataille contre ceux qui n'aiment pas la démocratisation, qui n'aiment pas la libéralisation et qui n'aiment surtout pas le rapprochement avec l'Occident. Donc la Tunisie, face à cet acte de terrorisme qui vient de se perpétrer à Tunis, va avoir des décisions, je crois, à prendre. C'est-à-dire, est-ce que le pays va basculer plus vers la fermeté, plus vers la répression, ou est-ce qu'au contraire, ils vont se dire, nous avons des reins assez solides pour trouver des solutions dans une continuité de ce que nous avons déjà. Je crois qu'il est prématuré de savoir exactement ce qui va se passer, mais je crois que c'est à nous tous d'apporter un soutien à la continuité en Tunisie. Ça, c'est certain. Moulay Ismaël.
Non, je crois qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir. Le peuple tunisien a choisi, la démocratie pour lui et pour son avenir, et que par conséquent, il n'y a pas lieu du tout, il n'y a pas lieu de tergiverser ou de penser qu'il peut y avoir un recul. Je pense que, au contraire, ces attaques barbares montrent d'abord l'inanité de ceux qui s'opposent à cette marche vers plus de démocratie. Et en même temps, je pense que ce genre d'attaque exige une réponse ferme, mais ferme dans la démocratie, dans le respect des libertés. Il est certain qu'il faut savoir tenir la balance entre la nécessité de réprimer ce genre d'action et aussi de maintenir cet acquis formidable que nos peuples sont en train d'acquérir justement, qui est la démocratie. Je suis je remettrai un bémol peut-être aux déclarations de notre ami lorsqu'il s'agit de mettre en évidence ou en exergue les rapports avec l'Occident. Non, il ne s'agit pas de développer les rapports avec l'Occident, il s'agit de se développer soi-même, d'assurer les fondements de la démocratie chez soi et de faire en sorte que les pays et les peuples arabes et musulmans soient les amis de tous les peuples de l'humanité, sans exception aucune. Je crois qu'il n'y a pas lieu de tirer la couverture à soi. Je pense que l'Occident, au même titre que d'autres régions du monde, a ses responsabilités dans ce qui arrive. Nous avons nous-mêmes nos responsabilités dans ce qui arrive, mais je crois qu'il va falloir peut-être raisonner de manière beaucoup plus froide, mais en même temps en étant déterminé à assurer les libertés individuelles et collectives, mais aussi que force reste à la loi et à la loi démocratique que le peuple a choisi lui-même librement. Oui, je dirais que effectivement, je n'ai pas voulu dire que c'était le plus. Je voulais dire que les autres, les méchants, voient la problématique de la Tunisie et du Maroc comme étant les pays qui ont effectivement des rapports forts avec l'Occident. Mais moi, je dirais que nous avons une responsabilité en tant que journalistes aussi d'une autre façon. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on parle de la Tunisie et on parle du Maroc souvent uniquement quand il y a une chose qui va mal. Et il est très important aujourd'hui qu'en tant que médias, que nous commençons à chercher ce que le peuple tunisien fait, qui est aussi dans la démarche de soutenir la paix, la tolérance et la libéralisation. Par exemple, moi je travaille depuis quelque temps avec un groupe à Djerba qui s'appelle Djerba Paix et Tolérance. Et depuis 2 ans, ils ont créé des festivals de paix et la tolérance à Djerba qui a drainé plus de 20 000 personnes chaque année qui ont marché dans les rues de Djerba pour soutenir cette notion que nous pouvons vivre ensemble, en paix avec nos frères, que ce soit des Juifs, que ce soit des Européens. Et je pense que ce genre d'action n'est pas assez mis en exergue. On parle très souvent du fait qu'il y ait 3 ou 4 000 ressortissants de Tunisie qui sont partis faire la guerre en Syrie et en Irak avec les radicaux, mais on ne parle pas assez des actions très positives qui se font à l'intérieur de la Tunisie en faveur d'un contre-message. Exactement. Et c'est ce contre-message qu'il faut trouver. Et au Maroc, c'est la même chose. On n'entend pas assez ce qui se passe de positif dans ces pays. Et c'est en mettant l'accent sur le positif que nous pouvons renforcer aussi l'idée positive émanant de ces 2 pays. En tout cas, sachez-le que l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, c'est sa vocation depuis le commencement, c'est de mettre en valeur cette progression que connaît le Maghreb et notamment le Maroc, et aussi de mettre en valeur les Marocains résidant à l'étranger par rapport à leurs compétences et leur valeur ajoutée dans le capital immatériel du Royaume du Maroc, et aussi de favoriser cette coopération sud-sud qui devient une solution par rapport à la crise européenne et internationale, bien entendu, avec notre pays d'adoption, la France. Ma 3e question, si vous le permettez, et ce sera la dernière. Quel rôle peut jouer le Maroc en tant que pays maghrébin, un pays qui a su s'adapter avec le printemps arabe, dans la confirmation de la démocratie tunisienne? Je pense que le Maroc a beaucoup à apporter dans cette conversation,
parce que le Maroc est un pays qui a traversé le printemps arabe de la façon la plus paisible de tout le monde. Et le Maroc, grâce à la sagesse des leaders et notamment de Sa Majesté Mohamed VI, a su gérer cette transition vers encore plus de démocratisation dans une atmosphère de discussion, de dialogue national. Et je crois qu'il y a beaucoup que le Maroc peut apporter. Et je crois que déjà les Tunisiens se rendent compte de ça. Assez récemment, il y a eu pas mal d'échanges dans le domaine économique, dans le domaine de l'éducation, et même dans la question de l'islam modéré entre les deux pays. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit le Maroc comme un pays qui a une passif qui apporte quelque chose de positif dans cette conversation. Et la Tunisie aussi. La Tunisie est un pays qui a choisi une démocratisation qui est très fragile, qui est très jeune actuellement. Et je crois que le Maroc, vu que c'est un pays que je connais le Maroc depuis que j'ai l'âge de 19 ans, et à tout moment, j'ai vu que le Maroc n'a cessé d'évoluer, et depuis quelques années, d'évoluer très, très libéralement dans le domaine de l'expression démocratique. Donc, il y a énormément que le Maroc peut apporter, mais surtout, je crois que le Maroc, en tant que pays frère maghrébin, a énormément de soutien à donner à ses propres frères maghrébins en Tunisie. Certainement, M. Kötli, mais sachez-le qu'on va essayer d'organiser, comme ça a été convenu, une émission spéciale sur le Maroc avec votre témoignage et surtout cette vision de coopération sud-sud, si vous l'acceptez bien. Donc, on fixera un rendez-vous. Avec grand plaisir. Voilà, donc c'est la dernière question que je le poserai aussi à Moulay Ismail parce que le temps presse, il me reste 5 minutes. Absolument. Voilà, donc juste, quel rôle peut jouer le Maroc, Moulay Ismail? Alors je dirais que je suis plutôt d'accord avec M. Kötli. Il est certain que les journalistes ou la presse, d'une manière générale, sont atteintes d'une maladie congénitale. C'est en effet de mettre toujours en évidence les points les plus négatifs. Mais c'est une bonne chose. Les journalistes et la presse sont tenus de mettre en évidence tout ce qui ne peut pas bien marcher pour que les choses s'améliorent. Ceci dit, pour ce qui concerne le rôle du Maroc, je crois qu'il n'y a pas bien sûr à mettre en exergue un rôle spécifique du Maroc dans cette crise que nous vivons tous, mais je pense que si tous les démocrates du Maroc et de Tunisie pouvaient unir leurs efforts, si nos deux États aussi pouvaient unir leurs efforts pour justement transcender cette situation actuelle, je crois que ce serait une bonne chose. La société civile marocaine est disposée à travailler, elle le fait déjà avec la société civile tunisienne, et je crois que les deux sociétés civiles ont tout intérêt justement à renforcer leur action, leur unité et à défendre en commun tous les acquis que nos deux peuples ont pu obtenir au cours des 4 dernières années, en espérant que ces acquis fassent tache d'huile sur l'ensemble des peuples du Maghreb, du Grand Maghreb, Inch'Allah, et Inch'Allah, pourquoi pas pour l'ensemble du monde arabe. Inch'Allah. Merci Moulay Ismail Al-Alaoui de votre participation constructive. On vous donnera notre rendez-vous, Inch'Allah. Votre émission Arc-en-Ciel, elle est à votre disposition, à la disposition de tous les démocrates marocains souhaitant participer dans cette émission. Et à très bientôt, Moulay Ismail. À très bientôt. Monsieur Kötli, je tiens à vous remercier à titre personnel de cette participation très constructive. À bientôt donc. À bientôt. Au revoir. Au revoir. أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب. Sur ces bonnes paroles, je vais essayer de lire quelques mots très très sympathiques de la part d'un ami, c'est Belkacem Boutayeb, envers la Tunisie. La Tunisie se redressera, guérira de ses blessures et continue à nous surprendre et à nous épater. Puisse l'âme des victimes tunisiennes et étrangères repose en paix, avec une sincère condoléance et notre vive compassion aux familles et au peuple tunisien.
منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب واكتفي بصبري وصمتي ثروتي حفن التراب. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc.